Visualisez une date, le 24 mai 1991. En l'espace de seulement 36 heures, le ciel entre l'Afrique et le Moyen-Orient est devenu une autoroute secrète. Un record mondial que personne n'a pu battre jusqu'à aujourd'hui. 14 325 personnes ont été évacuées d'une zone de guerre et transférées en Israël. Il y a eu un avion, un Boeing 747 de la compagnie aérienne El Al, qui a décollé avec plus de 1000 passagers à bord. Ils ont dû enlever tous les sièges pour que les gens puissent s'asseoir par terre, serrés comme des sardines. Et pendant ce vol, à des milliers de mètres d'altitude, 2 bébés sont nés, ils ont décollé comme des Africains en danger de mort et ont atterri comme des citoyens israéliens libres. Abonnez-toi. Tout le monde connaît cette opération comme un miracle humanitaire, mais il y a un détail, une connexion cachée, que la plupart des gens ignorent. Ces personnes n'étaient pas des réfugiés ordinaires, ce n'étaient pas de nouveaux convertis. Ils étaient les protagonistes du plus ancien mystère de notre malétre histoire. Ils faisaient partie de la tribu perdue d'Eda. Aujourd'hui, analysons pourquoi. Leur retour n'est pas qu'un fait démographique, c'est aussi l'accomplissement d'une prophétie qui donne des frissons à de nombreux géopoliticiens. Parce que si Dan est revenu, l'horloge a commencé à tourner pour le reste des tribus. Bienvenue, ici Harry en Israël. Pour comprendre l'ampleur de cela, nous devons remonter la bande. 2700 ans. Vous vous rappelez la vidéo récente sur la tribu de Manassé en Inde ? La vidéo a été très bien reçue par vous, parce que nous nous sommes rendus compte que perdu ne veut pas dire disparu. Cela veut dire oublié. Selon l'histoire officielle, d'après la Bible, en l'an 722 avant notre ère, l'Empire assyrien a conquis le royaume du nord d'Israël. 10 des 12 tribus ont été rayées de la carte, déportées vers des lieux inconnus, parmi lesquels se trouvait la tribu de Dan, le fils du patriarche Jacob. Pendant des siècles, les historiens universitaires, ceux qui écrivent depuis des bureaux confortables en Europe, ont affirmé que la recherche de ces tribus relevait du mythe. Ils disaient qu'elles s'étaient assimilées, qu'elles n'existaient plus. Mais pendant qu'ils écrivaient des livres sceptiques dans les montagnes d'Éthiopie, près du Nil, il y avait une communauté qui refusait de disparaître. Ils se faisaient appeler Beta Israël, c'est-à-dire la maison d'Israël. Et c'est ici que l'histoire devient intéressante. Intéressante car, contrairement à d'autres groupes se disant juifs, les Beta Israël avaient ce que nul autre n'avait, une capsule temporelle. Je veux que vous fassiez attention à ce détail, car c'est la preuve principale. Quand ils les ont trouvés, ces Juifs d'Éthiopie pratiquèrent une religion qui a choqué beaucoup de gens. Ils respectaient strictement le Shabbat, comme il est décrit dans la Torah. Ils circoncisaient leur fils le 8e jour. Ils avaient des lois alimentaires très spécifiques, comme elles sont prescrites dans la Torah, dans l'Ancien Testament, dans les livres de Moïse, ce qui est lié à la nourriture, kasher. Mais voici ce qui est le plus curieux et une grande preuve. Ils ne savaient pas ce qu'était Hanouka, la fête juive traditionnelle célébrée à la mi-décembre. Ils ne savaient pas ce qu'était la fête de Purim. Réfléchissez-y une seconde. Comment se fait-il qu'aujourd'hui un juif ne célèbre pas Hanouka ou ne célèbre pas Purim ? La réponse est évidemment troublante par sa logique. Hanouka célèbre la victoire des Maccabées au IIe siècle avant l'ère commune. Purim célèbre le salut du peuple juif lorsqu'il était captif de l'Empire perse. Si les Beta Israël d'Afrique ne connaissaient pas ces fêtes, cela signifie qu'ils ont quitté Israël avant que ces événements, aussi bien Hanouka que Purim, n'aient eu lieu. Ils sont partis avant le second temple. Ils sont partis avant que le Talmud ne soit écrit. Leur judaïsme est un fossile vivant de l'époque du premier temple, figé dans le temps pendant plus de 2000 ans au cœur de l'Afrique. Ils n'avaient pas de rabbins, ils avaient des prêtres qu'ils appelaient Kessim, très liés à Israël. Ils faisaient des sacrifices de Pessah, la Pâque biblique, ce que les autres Juifs ont arrêté après l'incendie du temple de Jérusalem par les Romains en 70. Ça, mes amis, on ne peut pas l'inventer. Maintenant, je sais ce que beaucoup d'entre vous pensent, et j'aime que vous soyez critiques.
Vous allez sûrement dire, Harry, oui, mais tout cela semble très romantique. Mais que dit la science, n'est-ce pas? Qu'ils ne sont que de simples Éthiopiens locaux, qui se sont convertis au judaïsme à un moment donné de l'histoire, sûrement il y a quelques siècles, et qu'ils ont cru à la légende. N'est-ce pas? C'est une question tout à fait valable. En fait, dans les années 80 et 90, les premières études génétiques disaient exactement cela, qu'ils semblaient en être génétiquement éthiopiens, et rien de plus. Et les sceptiques se sont frottés les mains et ont dit: vous voyez, c'est simplement un mythe. Mais la science a progressé. Les études acides désoxyribonucléiques se sont perfectionnées et les plus récentes, réalisées à partir de l'an 2000, ont trouvé quelque chose qui a changé la narration. Oui, il y a beaucoup de mélanges locaux, ce qui est évident après plus de 2000 ans, mais ils ont trouvé un composant génétique minoritaire, une empreinte indéniable qui vient du Moyen-Orient. Les généticiens ont trouvé des lignées paternelles qui ne sont pas courantes en Afrique, mais qui correspondent aux populations sémites anciennes. La conclusion scientifique actuelle est qu'il y a eu un noyau d'anciens Israélites qui a émigré, s'est installé et s'est mélangé avec la population locale il y a plus de 2500 ans. Ce ne sont pas des convertis récents, ce sont des descendants d'une ancienne migration. Et nous n'avons pas seulement besoin de l'acide désoxyribonucléique, nous avons des documents historiques. Au IXe siècle, un voyageur nommé Naum, tout est dit par le date le danite. Il a décrit avec précision un État juif indépendant en Afrique au IXe siècle, descendant, selon eux, de la tribu de Dan. C'est au IXe siècle. La tribu qui y demeurait avait déjà développé son identité, ce qui nous fait comprendre que ce n'était pas quelque chose de postérieur. Ce n'était ni le XIIe, ni le XIIIe, ni le XIVe siècle, mais le IXe et écoutez ceci au XVIe siècle. Le célèbre rabbin David Ben Zingra, connu sous le nom de Rabbas, l'une des plus grandes autorités juridiques de l'histoire, a écrit depuis l'Égypte. Les Juifs venus de la terre de Couche sont sans aucun doute de la tribu de Dan. Pour ceux qui ne sont pas très familiers avec le contexte biblique, Couche est le mot utilisé pour désigner les terres d'Afrique. Et le rabbin n'a pas dit « peut-être », il a dit « sans aucun doute, ils sont de la tribu de Dan ». C'est important si vous aimez écouter de la musique, si tout ce qui concerne Israël vous intéresse, la musique en tant que telle, imprégnée du contexte biblique et tout le reste. Je vous invite à aller écouter la chaîne La Voz de Sion. Là-bas, vous pourrez écouter des psaumes du roi David mis en musique en hébreu et en espagnol. Un projet qui est en train de grandir et qui, j'en suis sûr, va beaucoup vous plaire. Allez faire un tour sur La Voz de Sion avec un Z. Je vous assure que vous aurez une très agréable surprise. En écoutant des histoires bibliques, des psaumes, des proverbes mis en musique avec les meilleurs rythmes en hébreu, maintenant, à l'époque moderne, la reconnaissance officielle du grand rabbin Ovadia Yosef en 1973 qui a permis leur venue en Israël n'était pas une invention politique moderne. Elle s'est justement basée sur un précédent juridique datant de 400 ans et sur la recherche scientifique qui a été menée à l'époque. La tribu de Dan n'a jamais été perdue. Pour ceux qui savaient où chercher, elle était simplement isolée. Mais le retour à la maison n'a pas été un long fleuve tranquille. C'était un film d'espionnage et de tragédie. D'abord, il y a eu l'opération Moïse. Dans les années 80, des milliers de Juifs éthiopiens ont marché à pied jusqu'au Soudan, traversant des déserts, affrontant des bandits et la faim. Des centaines sont morts en chemin, morts en rêvant d'une Jérusalem qu'ils n'avaient jamais vue. Puis, lorsque la situation politique en Éthiopie s'est effondrée, en 1991, Israël a lancé l'opération Salomon, très connue comme le pont aérien massif dont je vous ai parlé au début. Israël n'a pas demandé l'autorisation à l'Organisation des Nations Unies, n'a pas attendu de résolution, a envoyé ses avions, payé le nécessaire et a sauvé son peuple. Parce que c'est ça, la différence entre avoir un État et ne pas en avoir. Mais je ne vais pas vous raconter un conte de fées. L'arrivée en Israël a été très difficile pour eux. Imaginez des personnes venant de villages ruraux sans électricité arrivant en Israël. Il a lancé l'opération Salomon, très connue en l'an 2000, le gouvernement de l'opération Salomon. Très connue en l'an 2000. Le gouvernement a découvert que les dons étaient impuissants.
C'était dans l'année... En 2000, Noérir le peuple a donné. Même au début, le rabbinat leur a exigé une conversion symbolique pour lever, selon eux, tout doute, ce que beaucoup ont ressenti comme une gifle à leur histoire de résistance. Voyez où nous en sommes aujourd'hui, en 2025. Aujourd'hui, plus de 170 000 Israéliens d'origine éthiopienne vivent en Israël. On peut les voir dans les unités d'élite de l'armée, vous pouvez les voir au Parlement, ils ont des ambassadeurs, des médecins, des officiers. Leur festival, le Zig, où ils montent à Jérusalem et printemps vêtus de blanc, est déjà une fête nationale. En Israël, ils sont passés d'une tribu perdue à faire partie de la colonne vertébrale de la nation. Et ici, je voudrais vous demander, avant de regarder cette vidéo, combien d'entre vous savaient vraiment que ces descendants de la tribu Eda avaient été retrouvés? Faites-le moi savoir et permettez-moi de poser la question suivante. Si la tribu Eda est restée cachée à la vue de tous en Afrique pendant 2700 ans, où pensez-vous que se trouvent les 8 autres tribus? Parce que celle de Manassé a aussi été retrouvée. Vous pouvez regarder la vidéo à leur sujet sur ma chaîne, c'est une vidéo récente. Pensez-vous que nous pourrions trouver des traces similaires aujourd'hui, même en Asie ou même en Amérique? Laissez-moi votre avis ici. Très bien, maintenant je lance cette question parce que c'est important pour vous qui me regardez depuis l'Amérique latine, depuis les États-Unis ou depuis l'Europe. Parce que l'existence de la tribu Eddad est l'erreur de la matrice, qui détruit complètement le récit moderne selon lequel le sionisme est un mouvement colonialiste blanc. Dans les universités et à l'Organisation des Nations Unies maintenant, toute leur mouvance progressiste est chargée de propagande anti-juive. Ils adorent vendre l'idée qu'Israël est une enclave européenne au Moyen-Orient, une succursale de l'Occident, comme beaucoup le disent. Mais ce mensonge s'effondre quand on voit un juif éthiopien embrasser la terre d'Israël. Voici un peuple africain noir qui ne s'est pas converti par des missionnaires, mais qui a gardé la Torah dans les montagnes d'Éthiopie, des siècles avant que le christianisme n'arrive à Rome ou que l'islam n'apparaisse en Arabie. Ce ne sont pas des blancs privilégiés. Ils sont la preuve vivante que le peuple juif n'est pas une invention moderne, ni une invention européenne, mais une nation formée au Moyen-Orient, qui a été dispersée et qui a le droit ancestral de revenir, quelle que soit la couleur de sa peau. Et réfléchissez-y chronologiquement. Pendant ce temps, en Europe, on adorait encore des arbres et des pierres. Et bien avant les croisades ou l'Empire britannique, avant que les Arabes cessent d'être polythéistes et créent l'islam. Les grands-parents de ces Éthiopiens priaient en direction de Jérusalem, sacrifiaient l'agneau Snichrim, l'agneau de Pâques, circoncisaient leurs enfants et parlaient en sorte dans leur champ d'une terre appelée Sion. Leur présence ici nous rappelle que le lien avec cette terre est antérieur à tout conflit politique moderne. En les sauvant, Israël n'importait pas des colons, il réunissait une famille séparée il y a 2700 ans. Alors, la prochaine fois que vous entendrez dire que le judaïsme est étranger à cette région, souvenez-vous des Bêta Israël. Ils ont gardé la flamme allumée en Afrique alors que le reste du monde ne savait même pas lire, prouvant que l'identité d'Israël est aussi ancienne et diverse que l'histoire elle-même. La tribu de Dan est de retour, et si Dan est de retour, la question que je me pose aujourd'hui est qui sera le prochain? Quelle autre légende est sur le point de sortir de l'ombre et de changer à nouveau la carte géopolitique? Si vous appréciez ce type d'analyse, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Activez la cloche pour savoir quand je publie une nouvelle vidéo. Si vous aimez ces informations et que vous voulez savoir ce qui se passe ici, en Israël et dans la région, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Alors ne partez pas sans laisser un like et partager cette vidéo.